la chica, bienvenue sur Nectarson, le podcast qui parle d'estime de soi, de double culture et de relations amoureuses. Moi, c'est Myriam Zen et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à pousser les portes des opportunités en travaillant sur l'estime de soi. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. Salut chica, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va effectivement parler de cette croyance. Est-ce que c'en est une ou pas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai l'impression de devoir en faire toujours plus que les autres pour avoir le même résultat ou même moins. Alors avant ça, je voulais lire l'avis de un macaron qui m'a laissé un avis incroyable sur Apple Podcast et qui dit: le discours de Myriam est bien différent de ce qu'on peut trouver. Il y a une fluidité apaisante, une justesse troublante. L'épisode sur le syndrome de la gentille fille m'a bouleversée. Première écoute, je suis intriguée. Deuxième écoute, je m'identifie tellement que j'en ai la nausée. La troisième écoute me motive à entreprendre des changements. Alors merci beaucoup à toi, un macaron. Merci beaucoup pour ton avis sur Apple Podcast. Vraiment, En fait, quand on crée un podcast, on est un peu seul. Dans le sens où, oui, bien sûr, on va avoir certains retours, etc. Mais le fait d'avoir des avis comme ça nous conforte réellement dans ce qu'on fait, en fait, dans ce qu'on produit, tu vois. Donc, si toi aussi, mon podcast te plaît, c'est une merveilleuse manière de supporter mon travail. Réellement, c'est de toi aussi mettre 5 étoiles et de me laisser un commentaire que je lirai sur ta plateforme favorite. Ça peut être sur Apple Podcast, Spotify, Google, Deezer, etc. C'est parti, on commence. Alors, cette phrase-là de je dois faire plus que les autres pour avoir le même résultat ou au moins la même chose ou un petit peu moins, c'est une phrase effectivement que je vais souvent retrouver chez les personnes qui possèdent une double culture, visible ou pas d'ailleurs, ou des personnes qui ne viennent pas de la même classe sociale par rapport à là où ils sont en ce moment. Généralement, c'est une personne qui a l'impression d'avoir des lacunes par rapport à l'environnement dans lequel elle évolue. Ça peut être des lacunes en vocabulaire, des lacunes en comportement social, des lacunes en culture générale. En fait, ce terme de lacune, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce je sais pas si on peut réellement appeler ça une lacune. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Alors, cette croyance, c'est quoi? Cette croyance de « j'ai l'impression de devoir faire bien plus que les autres pour avoir le même résultat », c'est une croyance qui peut être légitime au début, mais qui ensuite reste. Et le problème est là, c'est que pour certaines personnes, elle est tellement présente que c'est le cas. Tu vois, c'est comme dans l'épisode juste avant, sur l'épisode sur le mauvais œil, c'est une prophétie autoréalisatrice. Si tu veux savoir ce que sont les prophéties autoréalisatrices, les pensées, le mauvais œil, etc., je t'invite à écouter ce podcast. Alors, les personnes qui vont avoir cette croyance, c'est souvent des femmes et des hommes qui sont issus de l'immigration, visibles ou pas d'ailleurs. C'est des personnes qui ne vont pas avoir le même bagage culturel, d'accord? Aussi, c'est des personnes qui n'ont pas grandi dans l'environnement dans lequel ils évoluent en ce moment. Ça peut être des personnes qui ont grandi dans des classes populaires ou de la classe moyenne. Ça dépend vraiment d'où tu te places, dans quel environnement tu évolues en ce moment. D'accord? Je vais te donner un exemple. J'ai l'une de mes coachées qui rentre dans une boîte. Le manager lui propose 1 400 € pour débuter. Elle vient de terminer son alternance et sa collègue qui a les mêmes compétences, à compétences égales, elle rentre dans la même boîte au même moment. Et à elle, il va lui proposer 2 400 €. Pourquoi une telle différence? Parce qu'il sait pertinemment qu'elle va accepter. Parce qu'elle ne connaît pas sa valeur, parce qu'elle veut travailler rapidement, elle ne veut pas avoir de trous dans son CV. Il sait que c'est difficile pour les femmes racisées, il sait que c'est un peu plus difficile que pour les autres de trouver du travail. Alors, il va pas hésiter à lui dire, en fait, c'est ce salaire ou rien. C'est soit tu acceptes, soit tu acceptes pas. Et c'est du non négociable. Donc voilà, quand déjà tu es confronté à ce genre de situation, cette croyance en fait, elle devient tienne. Elle devient tienne, bien évidemment. J'ai l'impression de devoir en faire beaucoup plus que les autres pour avoir le même résultat ou même moins. Je vais te donner un autre exemple qui vient de mon expérience à moi. Moi, j'ai senti que je devais étudier bien plus que les autres pour avoir minimum le même résultat. Je sentais que j'avais un retard par rapport aux autres au niveau de la culture, de l'art, la littérature, la philosophie, etc. Un jour, on est en amphi, je suis en master
en première année de master, et là, il y a une centaine de personnes, et le prof demande qui a déjà visité le Louvre. Je devais avoir 22, 23 ans, et non, moi j'ai jamais visité le Louvre, en fait. Donc la majorité lève la main, parce qu'en plus la majorité vient de Paris, et en fait non, j'ai été une fois à Paris, je crois, à ce moment-là, une ou deux fois, et puis après, non. La première fois d'ailleurs que je suis allée à Paris, c'était lorsque j'avais 20 ans, et ça peut paraître choquant pour les Parisiens et les Parisiennes qui m'écoutent. Moi, je viens du sud de la France, je n'ai pas le même bagage culturel, juste ça, d'un Parisien ou d'une Parisienne. Parce que déjà dans ma ville, il y a très peu de musées. Et Paris est une grande capitale de la culture, et donc j'avais ce retard par rapport aux autres. Donc j'avais ce retard par rapport aux autres parce que la plupart des gens qui étudiaient avec moi avaient une culture bien plus importante, parce que généralement ils venaient de grandes villes. Deuxièmement, j'avais une double culture. Et troisièmement, je venais de la classe moyenne. On a très bien vécu, Dieu merci, mais c'est juste qu'en fait, l'environnement dans lequel je baignais à ce moment-là, ces personnes-là étaient soit de la bourgeoisie, en tout cas, ils étaient d'une classe supérieure à la mienne. Et en fait, tout ça fait que, bien sûr, il y a une différence qui se creuse. Et bien évidemment, tu vas avoir l'impression, à ce moment-là, de devoir faire bien plus que les autres pour avoir au moins le même résultat. Et je pense que chez moi, personnellement, ça a créé un complexe d'infériorité, effectivement. Je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue qui m'a beaucoup impactée et qui m'a fait me remettre en question, effectivement, à ce moment-là. Je sais pas si j'ai pleuré, mais franchement, je crois que j'étais pas loin. Alors un jour, je suis en entreprise, donc je suis dans une très grande entreprise française, et là, un grand homme très influent en politique, qui connaissait le président de la République, mais aussi qui connaissait les politiciens qui avaient de très grandes relations sur le continent africain. Il avait toujours des petits chismecitos. Le chismecito, c'est des petits ragots, des ragots. Et un jour, il rentre dans notre bureau un matin et il nous parle de son ami Michel Serres. Et en fait, moi, à cette époque, je ne sais pas qui est Michel Serres. Et là, il me dit « Quoi ? Tu connais pas Michel Serres ?» Et là, ma collègue qui en rajoute une couche. Et en fait, ils me font me sentir bête, réellement bête. Et là, il me dit mais d'où tu sors en fait ? T'étais dans une grotte toutes ces années ou quoi ? Surtout qu'en fait, je touchais à son ego parce que Michel Serres, ce grand philosophe, était son ami, tu vois. En fait, ça m'a remis en question dans le sens où j'avais passé des concours pour entrer à l'IAE d'Aix-en-Provence. Je lisais énormément, je m'informais beaucoup, je regardais beaucoup de documentaires. J'ai même commencé à m'intéresser réellement à l'art parce que j'aimais ça. Et je compensais énormément. Et en fait, à chaque fois qu'on me rappelait que je n'étais pas assez, ou que je ne connaissais pas assez, ou que je n'avais pas assez de culture générale par rapport aux autres, en fait, ça touchait directement à mon estime, ça touchait directement à mon ego. Ça m'a beaucoup impacté et c'est pour ça que je te le raconte encore aujourd'hui. Mais en même temps, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, t'as beau tout faire, t'as beau t'informer comme tu peux, faire ce qu'il faut, etc. En fait, tu seras jamais assez. Et en fait, c'était ça. C'était exactement ça que cet homme me renvoyait. C'était que je n'étais jamais assez, que je ne serais jamais assez. Ça a vraiment porté un coup à mon estime, parce qu'en plus j'étais jeune, je voulais être acceptée, je voulais être validée, et en fait je l'étais pas. Et je voyais que je devais faire 10 000 fois plus pour avoir le même résultat. Et en fait ça m'a dépitée. Et ça, ce sentiment-là, tu peux le ressentir à l'école, tu peux le ressentir en entreprise, et même dans ta famille. À partir du moment où tu es dans un système, tu peux ressentir que tu dois faire plus que ta sœur, faire plus que ta collègue, faire plus que ton ami pour avoir la même attention qu'elle ou lui. En entreprise, tu dois sentir que tu dois travailler 1000 fois plus pour avoir le même résultat. Mais attention, il y a une différence parfois de traitement. En fait, ça veut dire que même si tu fais plus que les autres, tu n'auras jamais le même traitement. À l'école, c'était horrible parce que j'avais toujours eu l'impression de devoir étudier bien plus que les autres mes leçons pour avoir le même résultat qu'eux. Exemple,
Moi, je relisais 6 fois ma leçon, je l'écrivais 1 ou 2 fois, je refaisais les exercices, mais surtout, je devais être attentive en cours pour avoir un 14. Alors que ma collègue, elle relit sa leçon 2 fois ou 3 fois, et c'est fini. Elle connaît son cours. Elle n'a pas besoin de relire. Et en fait, c'est lourd, et c'est épuisant, et ça prend tellement d'énergie mentale. Mais alors pourquoi cette sensation, elle existe? Pourquoi j'ai l'impression de devoir faire bien plus que les autres pour avoir le même résultat? Alors, ce que je vais te partager là, c'est ma théorie, c'est ma réflexion, d'accord? Et je pense vraiment que c'est une des réalités. Je ne dis pas que c'est toutes les réalités, mais je dis que c'est l'une des réalités. En fait, je pense, pour les personnes qui sont issues de l'immigration, peu importe laquelle, ça peut être l'immigration italienne, ça peut être l'immigration mexicaine, ça peut être l'immigration afghane, peu importe en fait. Pour les personnes qui sont issues de l'immigration, en fait, je pense que les personnes issues de l'immigration sont arrivées dans un système qui était déjà établi. Et elles ont dû trouver leur repère. Je m'explique. La première génération, elle arrive et elle doit s'adapter à tout. Imaginons, elle change d'environnement, elle change peut-être de métier, la famille n'est plus là, le système se recrée dans un environnement qui est hostile. Et ça, c'est important de le comprendre. Je te donne un exemple. Moi, je suis issue de la 3e génération. Mes grands-parents sont arrivés en France et en fait, ils ont dû tout construire, tout reconstruire même. Et ils sont arrivés dans un environnement qui était hostile. Donc, toutes les questions de culture générale, de connaissances, de bagages culturels, d'éducation sont des questions secondaires. C'est pas ça la priorité pour l'instant. La plupart des premières générations d'immigrés, pour eux, il fallait survivre avant. Tu comprends bien que lorsque tu survis, évidemment, tu vas pas penser à ce que manger au petit déjeuner ou à la manière de se vêtir de Louis XIV. T'en as rien à carrer parce que pour toi, la priorité, c'est manger, boire, avoir un toit, être en sécurité. Donc, c'est tes besoins primaires dans la pyramide de Maslow. Et rappelez-vous, je vous dis que la première génération, elle arrive en milieu hostile. Hostile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français de souche voient, après la guerre d'Algérie, les Arabes, les Maghrébins, les Africains d'un mauvais œil. Même les Italiens et les Espagnols étaient vus d'un mauvais œil quand il y a eu la première génération d'Italiens et d'Espagnols, etc., de Polonais, etc., qui sont arrivés en France. Ils sont arrivés en milieu hostile. Et ça, il faut bien comprendre. Il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, et ça va avoir un impact. Et la manière de communiquer à ses enfants est différente. C'est-à-dire que la première génération va communiquer sa manière de voir les choses à la 2e génération avec sa perception des choses. La première génération, qu'est-ce qu'elle va dire à ses enfants? Elle va dire « on n'est pas chez nous, ne fais pas d'histoire, tu devras avoir un comportement exemplaire, reste discret ». J'ai même déjà entendu des témoignages qui disaient « même si on t'insulte, tu dis rien, tu te fais discret ». En fait, c'est un comportement de soumission. Indirectement, attention, c'est pas toutes les familles, mais de manière générale, c'est indirectement un comportement de soumission. Mais comme on n'est pas chez nous, on va nous demander de nous soumettre, d'accord? Ça, c'est la première génération. Mais en réalité, ça va avoir un impact sur la 2e génération et sur la 3e génération, et ainsi de suite. En fait, tant qu'il n'y a pas de mise à jour de génération en génération qui est faite, ça se transmettra totalement indirectement dans la manière de communiquer, dans la manière de percevoir les choses, etc. Et je crois qu'il faut plusieurs générations, 3 générations pour supprimer une croyance qui est complètement dans les racines des générations, de la famille. Et c'est ainsi qu'on s'approprie la croyance, j'ai l'impression de devoir faire bien plus que les autres pour avoir le même résultat ou moins. Et en fait, c'est la même chose quand vous venez d'une classe inférieure à l'environnement dans lequel vous évoluez aujourd'hui. C'est le même fonctionnement. Aujourd'hui, si ta famille vient de classe populaire et que toi, aujourd'hui, tu évolues dans la bourgeoisie, par exemple, tu vas toujours avoir l'impression d'avoir ce train de retard. Tu vas avoir l'impression de devoir faire beaucoup plus que les autres pour avoir le même résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de génération en génération. C'est quelque chose qui se transmet, c'est un héritage indirect, c'est un héritage qui n'est pas dit. Ça ne se voit pas, c'est inconscient, c'est un héritage inconscient. Et donc, c'est ainsi qu'on s'approprie la croyance. J'ai l'impression de devoir en faire
toujours plus que les autres pour avoir le même résultat ou même moins. Et cette croyance, elle devient vraie. Elle devient vraie, pourquoi ? Parce qu'on est toujours en mode survie. Et franchement, je crois que je devrais faire un épisode sur ça. On est toujours en mode survie. Alors qu'il n'y a pas besoin d'être en mode survie, c'est juste que nos parents, nos grands-parents, etc. nous ont transmis ce mode survie totalement inconsciemment. Mais attention, la confiance en soi aussi a un énorme impact sur cette croyance. Je m'explique. Plus tu crois que tu dois en faire bien plus que les autres, plus tu vas être confronté à cela. Plus tu vas être confronté à ça, et plus tu vas te dire, effectivement, je le savais, il faut que je fasse bien plus que les autres pour avoir le même résultat. C'est un cercle vicieux. Alors maintenant, comment on fait pour dépasser ça ? Il faut comprendre qu'il y a 2 niveaux pour cette croyance. Cette croyance qui est, j'ai l'impression de devoir faire toujours plus pour avoir absolument le même résultat. Le niveau 1, c'est l'environnement. L'environnement qui peut être hostile pour certaines personnes. Le monde du travail, ça a été prouvé par d'innombrables tests. Les personnes qui sont racisées, qui sont noires ou qui sont arabes en France ont beaucoup moins de chances d'être pris comparé à une personne qui est blanche ou en tout cas qui a un nom à consonance française. Ça marche aussi, malheureusement, pour l'achat d'une maison, pour louer une maison, pour la recherche d'un logement, c'est la même chose. Donc l'environnement, bien sûr, peut être hostile. C'est une vérité que l'on connaît, c'est une vérité qui a été prouvée. Maintenant, il y a le 2e niveau. Le 2e niveau, c'est ta confiance en toi et tes pensées. Et c'est sur ta confiance en toi et sur tes pensées que tu dois travailler. D'accord ? Parce que, ok, il y a certaines fois où on nous a prouvé qu'il fallait faire bien plus que les autres pour avoir le même résultat. Maintenant, je suis consciente de cela. Mais qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ? En fait, je vais changer ma confiance en moi et je vais changer mes pensées par rapport à ça. Et c'est sur ça que tu dois absolument travailler. Alors maintenant, comme tu sais, tu ne peux pas changer le niveau 1, ton environnement, qui est parfois à certains moments de la vie hostile, alors tu vas travailler sur le niveau 2, que lui tu peux changer. Parce que tu peux travailler sur tes pensées, tu peux complètement changer ton estime de toi, améliorer ta confiance en toi, améliorer ton comportement. Et c'est sur ça que tu dois travailler. Je vais te donner un exemple. Juste avant de devenir coach, il y a une grande banque française qui recrutait pour vraiment évoluer et faire carrière dans cette banque, tu vois. C'était vraiment, il y avait de grands projets dedans, c'était vraiment quelque chose de gros. Donc j'ai postulé, donc je passe tous les tests. Bon, je pense que les tests étaient très bof. Je passe en entretien d'embauche avec une femme. Ça se passe bien, mais sans plus, tu vois. Je vois bien que j'ai pas fait une grande différence. Mais en même temps, moi, le poste, je le voulais. Et j'ai donc été stratégique. Ok, j'ai clairement été stratégique. Donc quand la recruteur m'a envoyé les mails, elle ne m'envoyait pas les mails avec son adresse mail directement, mais avec un mail façade, avec plein de numéros, des lettres, etc. Avec plein de chiffres. Donc ce que j'ai fait, c'est comme moi j'avais son nom et son prénom, j'ai essayé de deviner son adresse mail. Et là, je lui ai envoyé un email pour faire la différence, en la remerciant, etc. En lui réitérant le fait que j'étais intéressée, etc. Sur son mail à elle que j'avais deviné. Et donc j'ai réitéré mon intérêt. Et là, le lendemain, elle m'appelle. Elle me demande « Comment vous avez fait, mademoiselle ?» Et là, je lui ai dit « J'ai deviné. C'était pas très difficile, j'ai deviné. J'avais votre prénom, j'avais votre nom. Et donc, ça coulait de source que vous aviez bien une adresse mail personnelle. Tout le monde a une adresse mail personnelle, non ? En fait, je te raconte cette expérience parce que je n'avais pas de possibilité de changer le niveau 1. Le niveau de la manière dont elle allait me percevoir, etc. Sachant que j'avais pas fait une impression de malade, tu vois. Par contre, j'avais le niveau 2. Le niveau 2 qui était ma confiance en moi, qui était mon culot et qui était mon estime de moi en fait. Donc, j'ai mis en place cette stratégie qui était très bien d'ailleurs parce que j'ai été recrutée à la fin. Et à la fin, en fait, j'ai pas voulu, finalement. J'en avais parlé dans l'épisode 2 sur la double culture. Moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que si tu le peux et si tu en as envie, tu peux aussi changer d'environnement et changer ton niveau 1 qui, au lieu d'être un environnement qui est hostile, peut devenir un environnement qui t'est favorable. Quand j'ai postulé pour mon stage au Sri Lanka, la manager m'a demandé « De quelle origine tu es ?» Je lui ai dit « Je suis tunisienne ». Et elle m'a dit « Envoie-moi la Tunisie » en anglais. Là, j'ai compris qu'en fait, j'étais pas dans le bon environnement. C'est tout. Donc, je pouvais changer mon niveau 1. Et un niveau 1 favorable avec mon niveau 2, que je me fais favorable, t'as gagné le loto en fait là.
Donc maintenant, comment on fait pour dépasser cette croyance, ou en tout cas, quelles sont les clés qui font qu'on dépasse cette croyance? Je vais t'en donner 3. La première chose, comme je viens de te le mentionner, c'est de travailler sur ton niveau 2. C'est de travailler sur ta confiance en toi dans cet environnement, de mettre en place des stratégies que tu vas mettre en place. En fait, c'est d'être beaucoup plus stratégique. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, si tu as du mal à apprendre, si tu as l'impression qu'il faut que tu apprennes beaucoup plus que les autres, aujourd'hui, forme-toi sur ta manière d'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, il existe des manières d'apprendre beaucoup plus vite. En fait, le fait d'apprendre, de relire, d'écrire, etc., entre guillemets, ça c'est de la vieille école. Aujourd'hui, il existe des méthodes d'apprentissage où tu peux aller beaucoup plus vite et où tu peux être beaucoup plus stratégique, tu vois. Donc, mets en place cette stratégie. Concentre-toi sur ton niveau 2. Travaille sur ton charisme. Travaille sur ta confiance en toi. Travaille de telle sorte qu'on ne puisse plus te refuser, que ton nom fasse un effet, en fait. Que ton nom qui au début, quand tu étais dans un niveau 1 et qu'on te refusait des choses, travaille et fais en sorte que ce niveau 2 mette une claque à ton niveau 1. Je m'explique. Le fait que tu aies une bonne confiance en toi, t'es charismatique, t'arrives dans un lieu, tu as un nom, en fait ça écrase complètement le niveau 1. Tu n'es plus dans un environnement qui est hostile. Ton niveau 2 transforme ton niveau 1. Ta confiance en toi, ton charisme, ta stratégie rend ton environnement favorable, alors que par le passé, il était hostile. Je vais te donner un exemple. Une très bonne amie à ma tante a fait aujourd'hui carrière dans l'immobilier. Par le passé, elle n'était personne. C'est-à-dire qu'elle a commencé petit à petit, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, son nom a un poids, a un tel poids. Son nom veut dire quelque chose. Elle a transformé, de par sa confiance en elle, de par ses techniques, de par sa stratégie, de par son charisme. Quand elle rentre dans une pièce, on la voit, on la remarque, on sait qui elle est. Et elle transforme son environnement. Elle transforme le niveau 1. L'environnement qui lui était hostile par le passé devient favorable. Avec ton niveau 2, ta confiance en toi, l'image que tu as de toi, ton charisme, ton comportement, ta manière de communiquer, tu peux complètement transformer ton niveau 1. La deuxième clé, c'est que je veux aujourd'hui que tu acceptes de ne pas tout savoir, de ne pas tout connaître. J'ai fait cette erreur par le passé. Je voulais tout savoir, je voulais tout connaître. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la recherche de tout savoir et de tout connaître. Plus du tout. Un jour, je suis en entreprise, c'est la fin de mon alternance. Et là, je discute en déjeuner avec un de mes collègues. Il doit avoir à peu près 60 ans comme ça. Il me dit, alors Myriam, tu retournes bientôt dans le Midi? Et là, je lui dis, non, j'habite pas dans le Midi. Et là, il me dit, t'habites où? Et je lui réponds, j'habite dans le sud de la France. Il me dit, oui, le Midi. Et je lui dis, non, j'habite à Fréjus. Il me dit, oui, le sud, Fréjus, c'est le Midi. Et en fait, là, j'étais mort de honte. Si je pouvais fondre, tu sais, comme l'emoji là qui fond, fondre et me mettre sous une table, je l'aurais fait en fait. Parce que j'avais tellement honte de pas savoir que le Midi, en fait, c'est toute la moitié de la France. C'est toute la moitié inférieure de la France. J'avais déjà été confrontée à ce mot, partout dans les livres que je lisais. Mais pour moi, en fait, c'était tellement évident que le Midi, c'était le milieu de la France. C'était tellement évident que je n'ai jamais cherché ce mot dans le dictionnaire. Et que c'était ma perception des choses, tu vois. Et que c'est ok, même si à l'époque, j'aurais voulu me cacher sous la table parce que j'avais tellement honte, aujourd'hui, c'est ok. J'accepte de pas tout connaître. J'accepte de pas tout savoir. Est-ce que ça veut dire que j'arrête d'apprendre? Non, surtout pas. Là est l'erreur. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Mais j'accepte de ne pas tout savoir. Je continue à m'informer. Je continue à regarder des documentaires. Je continue à remplir mon cerveau de très belles choses. Mais je ne m'en veux pas dès que je ne sais pas quelque chose. J'ai le droit aussi de pas savoir. Et la troisième clé, c'est d'aller là où ta valeur est reconnue, où l'on voit véritablement ta valeur. Si certains ne veulent pas le voir, il n'y a pas de problème, tu peux bouger. Tu peux bouger parce que t'es pas un arbre. Et donc te diriger là où on te voit, là où l'environnement t'est favorable. Tu peux aussi faire ça. Alors je sais que partir, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde, mais tu as la possibilité d'envisager d'envisager ça. Moi, je sais que lorsque je suis en France, je suis, pas tout le temps, mais certaines fois dans des situations qui me sont hostiles.
Quand je suis au Mexique, je suis dans des situations qui me sont favorables. Quand j'étais au Sri Lanka, j'étais dans des situations qui m'étaient favorables. Tu as la possibilité de choisir. C'est pas fait pour tout le monde, effectivement. Mais qu'est-ce que tu veux finalement, tu vois? Alors voilà. J'imagine maintenant que tu ne verras plus jamais cette croyance de la même manière. J'ai l'impression de devoir te faire toujours plus que les autres pour avoir la même chose. Effectivement, mais il y a un niveau sur lequel tu peux réellement travailler, c'est ta confiance en toi. C'est ton estime de toi, c'est le fait de rayonner, c'est ton charisme. Réellement, c'est ton charisme. Je voulais te raconter l'anecdote du jour, enfin, c'est de la semaine dernière déjà. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'en ai même fait un TikTok, j'ai vu un homme tous les jours. Tous les jours, je l'ai vu. Lundi, je vais manger avec mon ami dans une pizzeria. Il est à une table comme ça, il est posé et il jette des regards vers nous, tu vois. Bon, rien d'alarmant, je pense qu'on se regarde tous, tu vois, c'est totalement normal. Mardi, je vais travailler sur mon ordi dans mon café, dans un café que j'aime particulièrement. Et là, il s'installe aussi à une table et il travaille sur son ordi. Ok, bon, je me dis, c'est la base, tu vois. Mercredi, je vais manger dans un endroit où il n'y a personne qui passe, où il y a très peu de voitures. Et là, je vois ce même homme passer dans la rue. Bon, et je dis à mon ami, regarde, ce mec, je le vois tous les jours depuis lundi. Ok, bon, ça peut arriver, tu vois, 3 fois, bon, ça va. Jeudi, je vais travailler dans un café, je le vois passer devant moi, devant la fenêtre comme ça, il passe dans la rue. Bon, ok. Et le pire, c'est que quand il passe dans la rue, il y a la fenêtre, et il me regarde dans le reflet de la fenêtre. Il me jette un regard. Et dès que je le regarde, il fuit du regard. Bon, je me dis, bon, ça peut arriver, hein. Sauf que le soir, je suis partie boire un verre. Lorsque je descends dans la rue, je le revois passer juste devant moi. Alors là, j'ai dit, non, c'est pas possible, c'est une blague. C'est une blague. Non, là, j'ai quand même commencé à m'inquiéter. Et puis vendredi, parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, s'il manquait vendredi, franchement, je me serais interrogée. Vendredi, je suis sur le Malecon et je le revois, il est assis sur un banc, au téléphone, en visio. Et là, je me dis, ah ouais, c'est chaud. Et je voulais aller lui parler, j'étais attendue en fait, j'avais pas le temps. C'était l'anecdote du jour. Je me demandais si c'était une synchronicité. Parce que franchement, les gens sur TikTok me disent « Ouais, ils te suivaient et tout ». Mais non, en fait, ils me suivent pas. Parce que c'était à chaque fois dans des moments... C'est impossible qu'ils me suivent, en fait. Parce que à chaque fois, je le vois à pied. Moi, il y a un moment où je suis arrivée en moto. Il y a une autre fois, je suis arrivée en voiture. Enfin, c'est pas possible. Comment je vois la chose, c'est pas possible qu'ils m'aient suivi. Donc, je ne sais pas. Mais voilà. Sachez que c'est des choses qui peuvent vous arriver. Voir une personne que vous ne connaissez pas 5 fois d'affilée. Donc voilà, j'adore faire ce podcast. Franchement, ça, je sais pas, là on est au combien d'épisodes? 8e, 7e, 8e. Tu sais pas à quel point tes commentaires, tes notes m'aident énormément. Parce que j'ai l'impression de travailler seule sur le projet et j'ai pas de retour direct. Et le fait de voir des commentaires, de voir vos avis sur Apple Podcast, vos étoiles sur Spotify, Apple Podcast, etc. Mais vous savez pas à quel point, moi, ça me fait trop plaisir. C'est génial. Donc merci. Je voulais aussi te partager quelque chose, une petite pensée comme ça. Là, ce matin, je suis partie dans un centre commercial et à l'entrée, il y avait un papillon. Je te promets, mais non, c'est un truc de malade. C'est la première fois que je vois ça. Le papillon faisait la taille de ma main. Bon, j'ai pas une grande main non plus, mais il faisait la taille de ma main. Et c'était la première fois que je voyais ça. Là, vers 18-19 heures, je rentre chez moi et dans le couloir, je vois quoi ? Un papillon posé sur le mur qui fait aussi la même taille que ma main. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En plus, je sais même pas, c'est pas la saison des papillons. Faudrait que je vois. En tout cas, c'est magnifique. Waouh, magnifique. Donc voilà, c'était ma petite pensée. Chica, n'hésite pas à me faire un retour. Et moi, je te dis à très bientôt. Hasta luego.